Le bruit des vagues contre la promenade des Anglais n'a jamais quitté ma mémoire. Chaque fois que je ferme les yeux, j'entends encore ce murmure du vent marin, mêlé à l'odeur du sel et du jasmin qui flottait cette nuit-là. Mon voile blanc s'est envolé dans la brise, et je me souviens de l'avoir regardé s'éloigner comme une prière perdue dans la lumière orangée de Nice. C'était l'été de 1984, l'année où j'ai dit oui à l'homme que je croyais être ma vérité. L'église Sainte-Jeanne d'Arc, au cœur de la ville, brillait de bougies et de fleurs d'oranger. Les invités se pressaient sur les bancs, murmurant que nous formions un couple modèle. Ma mère pleurait, mon père gardait ce silence digne qu'il portait en toutes circonstances. Et moi, j'étais là, face à Julien Martel, mon futur mari, dans son costume gris perle, le regard sûr, presque trop sûr. Quand il m'a pris la main et qu'il a prononcé ces mots, « Je te promets fidélité, quoi qu'il arrive », j'ai senti le monde s'arrêter autour de nous. Je ne savais pas que, quelques heures plus tard, ces mots deviendraient la plus cruelle des ironies. Nous nous étions rencontrés un an auparavant, dans un petit café du Vieux-Nice. J'étais enseignante de littérature, lui prétendait diriger une société de restauration d'hôtels sur la Côte d'Azur. Son charme opérait sans effort, il savait écouter, rire, et raconter des histoires comme on verse du vin lentement, pour enivrer sans qu'on s'en rende compte. Il m'avait dit qu'il n'avait jamais aimé personne comme moi. Et je l'avais cru. Le jour du mariage, le soleil inondait la ville d'une lumière dorée. La mer, au loin, semblait bénir notre union. Après la messe, nous avons marché sous les applaudissements jusqu'à la réception, organisée dans une villa sur les hauteurs de Cigné. Le vin coulait à flots, les rires se mêlaient au son de l'accordéon, et j'étais ivre d'illusions. Tout paraissait parfait. Mais même au milieu des fêtes, certaines vérités se glissent entre les sourires. Vers la fin de l'après-midi, Julien s'est éclipsé. Il a dit qu'il devait passer un coup de fil professionnel. 10 minutes, puis 20. Je me suis inquiétée sans vouloir me l'avouer. Quand il est revenu, sa chemise était légèrement froissée, et un parfum inconnu l'enveloppait, sucré, capiteux, étranger. Ce n'était pas le mien. « Tout va bien ?» ai-je demandé doucement. « Oui, bien sûr, mon amour, » répondit-il, évitant mon regard. J'avais juste besoin d'air. Sa voix tremblait, à peine. Mais j'étais déjà piégée par la naïveté d'une femme qui croit encore au serment. Le soir, nous avons dansé notre premier slow, sous les guirlandes de lumière suspendues aux arbres. Il me tenait contre lui, mais j'ai senti son esprit ailleurs. Un léger frisson m'a traversé, comme si mon corps savait ce que mon cœur refusait de comprendre. La fête s'est terminée tard. Les invités ont quitté la villa en riant, les pieds fatigués mais les âmes légères. Julien et moi sommes restés seuls, au milieu des verres vides et des pétales éparpillés sur le sol. Il m'a serré dans ses bras et a murmuré « Demain, on part pour Antibes. Notre lune de miel nous attend. » J'ai souri. Si j'avais su. Le lendemain, nous avons pris la route le long de la corniche. Le ciel était d'un bleu parfait, les pins lançaient leur ombre sur l'asphalte chaud, et la mer scintillait à perte de vue. Julien conduisait sans dire un mot. J'ai essayé de parler de notre futur, de la maison que nous voulions acheter, des prénoms que nous donnerions à nos enfants, mais il répondait par des phrases courtes, presque absentes. Ses mains serraient le volant comme si elles craignaient de lâcher quelque chose. Nous sommes arrivés à Antibes en fin d'après-midi. L'hôtel s'appelait la Perle du Midi, un établissement ancien face à la mer, avec des volets bleus et un parfum de lavande dans les couloirs. Le réceptionniste, un jeune homme au sourire maladroit, nous a félicités, les jeunes mariés. Quelle chance d'être amoureux! J'ai voulu y croire encore. La chambre était superbe, un grand lit recouvert de draps immaculés, un balcon ouvert sur les vagues, et un bouquet de roses posé sur la table. Julien a posé sa valise, m'a embrassé sur le front, puis a dit qu'il descendait acheter des cigarettes. Je l'ai regardé disparaître dans le couloir, sans savoir que cette porte se refermerait sur la fin de mon innocence. Les minutes sont devenues longues, les ombres ont glissé sur le sol, et seule la mer me tenait compagnie. 1 heure passa. Puis 2. J'ai appelé la réception, inquiète. « Excusez-moi, avez-vous vu mon mari ?» Le réceptionniste hésita. « Oui, madame, il est sorti, il y a une vingtaine de minutes, accompagné d'une dame. » Une dame.
Ce mot s'est planté dans ma poitrine comme un éclat de verre. Je suis descendu précipitamment, mon cœur battant si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. Et là, dans le hall illuminé, je l'ai vu. Julien, de dos, tenant la main d'une femme vêtue de rouge. Il riait, insouciant, comme si la fidélité n'avait jamais existé. La bague que j'avais au doigt brûlait ma peau. Je me suis arrêté net, incapable d'avancer ni de respirer. Et à cet instant précis, la mère s'est mise à rugir dehors, comme si elle voulait hurler à ma place. La suivre. Je suis resté un moment figé, incapable de bouger. Le hall de l'hôtel paraissait immense, déformé par la lumière jaune des lampes et le bourdonnement lointain des conversations. Julien riait. Oui, il riait. Ce rire que j'avais aimé, celui qui me réchauffait autrefois, sonnait à présent comme une gifle. La femme à ses côtés portait une robe rouge vif, un châle de soie autour des épaules, et des boucles dorées qui capturaient chaque rayon de lumière. Elle devait avoir 30 ans, à peine plus jeune que moi, mais son assurance remplissait la pièce. Il la regardait avec la même intensité qu'il m'offrait, quelques heures plus tôt, à l'église. Je ne sais pas combien de temps je les ai observés. Peut-être une minute, peut-être une éternité. Les gens passaient à côté de moi, certains me frôlaient sans remarquer la douleur qui me traversait le visage. Je ne ressentais plus rien, ni colère, ni jalousie, seulement un vide. J'ai reculé lentement, mes mains tremblaient, ma gorge brûlait. Quand je suis remonté dans la chambre, mes jambes refusaient presque de me porter. Le vent rentrait par la fenêtre ouverte. Les rideaux flottaient comme des fantômes. J'ai marché jusqu'au balcon et j'ai regardé la mer. Elle était calme, indifférente, comme si rien n'avait d'importance. J'ai voulu pleurer, mais les larmes ne venaient pas. J'étais simplement vide. Il m'avait laissé seul dans cette chambre, à peine 24 heures après avoir juré de m'aimer jusqu'à la fin des temps. Je me suis assise sur le lit. Une tache de rouge à lèvres sur son verre, restée sur la table, attirait mon regard. Ce détail, insignifiant pour d'autres, me transperça comme une lame. J'ai pensé à ma mère, à son sourire fatigué le jour du mariage, à son murmure avant de quitter la réception, « Fais-lui confiance, il t'aime ». J'ai cru que l'amour suffisait. Quelle bêtise! L'amour ne protège pas des menteurs, il leur donne simplement un endroit plus doux pour trahir. Vers minuit, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Mon corps s'est raidi. J'ai faim de dormir. Julien est entré, enleva ses chaussures, déposa son veston sur une chaise. L'odeur de parfum féminin remplit aussitôt la pièce. Un parfum lourd, entêtant, presque sucré, celui que j'avais senti plus tôt. Il ne dit rien. Je sentis le matelas s'enfoncer à côté de moi, son souffle régulier, son indifférence tranquille. Le pire n'était pas la trahison, mais cette absence de honte. Le lendemain matin, il s'est comporté comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur la joue, a commandé le petit déjeuner, et m'a parlé de visiter le marché provençal d'Antibes. Je le regardais sans un mot, essayant de comprendre quel genre d'homme pouvait jouer à ce point la comédie. Quand il me sourit, j'ai vu pour la première fois ce qu'il cachait derrière ce visage calme, un vide aussi profond que le mien. Je n'ai rien dit. Pas encore. Il fallait que je voie jusqu'où irait son mensonge. Nous avons marché ensemble sur le port, main dans la main, comme deux amoureux en voyage. Le monde autour de nous semblait complice, les pêcheurs riaient, les mouettes criaient, et le soleil éclatait contre les façades pastel. À l'extérieur, nous étions beaux. À l'intérieur, j'étais déjà morte. À midi, nous avons déjeuné dans un petit restaurant en bord de mer. Il parlait d'avenir, de projets, de notre retour à Nice. Je l'écoutais, chaque mot résonnant comme une pièce de théâtre. Au moment où il se leva pour aller aux toilettes, son portefeuille tomba de sa veste. Par réflexe, je le ramassai. Il était entrouvert. Une photo glissa. Ce n'était pas moi. C'était elle, la femme en rouge. Elle souriait, appuyée contre sa voiture. Derrière, on voyait le logo d'une entreprise, Martel et Associés Immobiliers. Son nom était inscrit au dos, avec un petit cœur tracé au stylo bleu. Je n'ai pas ressenti de colère, pas encore. J'ai rangé la photo, refermé le portefeuille, et attendu qu'il revienne.
Il reprit sa place, plaisanta, m'effleura la main. J'ai fait semblant de rire. À cet instant, je compris que le silence pouvait être une arme. Nous sommes rentrés à l'hôtel en fin d'après-midi. Il s'est endormi sur le lit, satisfait, inconscient du tumulte qu'il avait semé. Je me suis approché, lentement. Ses cils battaient contre sa peau, son visage semblait paisible. J'ai pensé à tout ce qu'il m'avait dit, je ne suis rien sans toi. Tu es ma vie. J'ai murmuré, alors pourquoi, Julien? Pourquoi mentir quand on a tout? Il n'a pas bougé. Peut-être dormait-il profondément, peut-être faisait-il semblant. J'ai pris mes affaires, plié ma robe, rangé mon alliance dans sa boîte, et j'ai quitté la chambre sans un bruit. Le couloir sentait la lavande et la trahison. Sur la route vers la gare, le ciel s'assombrissait. Des nuages couvraient la mer. J'ai marché longtemps, sans but, jusqu'à m'asseoir sur un banc face à l'eau. Une vieille femme s'est approchée pour nourrir les pigeons. Elle m'a regardé avec douceur et a dit : « Vous avez pleuré, ma fille ? » « Non, ai-je répondu. Pas encore. » Ce soir-là, j'ai pris le train pour Nice. Le reflet de mon visage dans la vitre me paraissait étranger. La jeune épouse de la veille avait disparu. À sa place, il ne restait qu'une femme brisée, mais éveillée. Et quelque part, au fond de moi, une voix murmurait que cette douleur, un jour, deviendrait ma force. Le train roulait dans la nuit, longeant la mer comme un fil d'argent sous la lune. Les lumières des villages défilaient lentement à travers la vitre, et chaque éclat semblait me rappeler un fragment de ce que j'avais perdu. Je n'avais ni larmes ni colère, seulement ce vide immense, cette sensation de flotter hors de mon propre corps. Autour de moi, les passagers dormaient, bercés par le cliquetis régulier des rails. Moi, j'étais éveillé, fixant mon reflet dans la vitre, une femme de 23 ans, le regard déjà vieux. Quand j'arrivai à Nice, il était presque 2 heures du matin. La gare était silencieuse, déserte, et un vent frais descendait du port, chargé de l'odeur des algues et du métal. Je marchais sans savoir où aller. Ma valise cognait contre les pavés, mon voile roulé dans la poche comme un morceau d'un passé déjà mort. J'aurais pu rentrer chez mes parents, mais je ne voulais pas qu'ils voient ma honte. J'avais trop de fierté pour avouer que mon mariage s'était effondré avant même d'avoir commencé. Je pris une chambre dans une pension près de la rue Masséna, un petit immeuble au volet bleu où logeaient surtout des étudiantes et des vieilles dames seules. La propriétaire, une femme ronde et bienveillante, me tendit la clé sans poser de questions. « Vous avez l'air fatiguée, ma chère, » dit-elle simplement. Fatiguée, c'était un mot trop faible pour décrire ce que je ressentais. Dans la petite chambre, j'ouvris la fenêtre. L'air marin entra aussitôt, froid et salé. Je posai la valise, enlevai ma robe froissée, et restai un moment devant le miroir. Mon reflet ne me ressemblait plus. Il y avait dans mes yeux une dureté nouvelle, quelque chose d'âpre, comme si l'innocence s'était enfuie en silence. J'ai touché ma joue, puis mes lèvres. Elle tremblait encore du souvenir de son mensonge. Je n'ai presque pas dormi. Le matin, la ville s'éveillait doucement, les volets s'ouvraient, les cloches sonnaient à l'église Sainte-Réparate. Je me suis habillé sans réfléchir et suis sorti marcher, cherchant à étouffer mes pensées sous le bruit du marché. Les cris des marchands, l'odeur des fleurs et des fromages, les rires des enfants, tout semblait appartenir à un autre monde. Le mien, lui, s'était arrêté. Je m'assis à la terrasse d'un café, commandai un café noir, et tentai de lire le journal pour me distraire. C'est alors que je vis son nom. Une petite annonce dans la section Affaires locales. Martel et associés, ouverture d'un nouveau bureau à Cannes. Partenaire, Élise Garnier. Mon cœur se serra. Élise. Ce prénom, je le connaissais. C'était la femme en rouge. Tout s'éclairait soudain. Elle n'était pas une inconnue croisée par hasard, elle était sa collègue, peut-être son associée, sûrement sa maîtresse. Et moi, j'avais été le rôle secondaire dans une pièce dont j'ignorais le scénario. Je restai longtemps immobile, fixant ces quelques lignes. Le café refroidissait dans ma tasse. Le vacarme autour de moi s'effaçait. Il n'y avait plus que ce nom, Élise, qui tournait dans ma tête comme un refrain amer. J'aurais pu hurler, pleurer, ou tout raconter à mes parents. Mais quelque chose en moi refusa de se briser davantage.
Je voulais comprendre. Alors, j'ai pris une décision. J'allais lui faire face. Le lendemain, je suis retournée à notre appartement, celui qu'il avait fait meubler avant le mariage. Les volets étaient fermés, la clé froide dans ma main. En entrant, j'ai reconnu l'odeur familière du bois ciré et du vin. Tout était à sa place, les photos de notre voyage à Lyon, les fleurs séchées que j'avais gardées, les cadeaux reçus pour le mariage. Comme si rien n'avait changé. Sauf moi. Je me suis assise dans le salon, le cœur battant. 1 heure plus tard, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'est pas dans le couloir. Puis sa voix. Carmen ? Tu es là ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Il apparut sur le seuil, surpris de me voir. Ses cheveux encore mouillés, sa chemise à moitié déboutonnée. Où étais-tu passé ? J'étais mort d'inquiétude. Ce mensonge, le premier mot qu'il osa prononcer, fut pour moi la preuve de tout. M'inquiet ? Ai-je murmuré. Tu étais inquiet, à Antibes, hier soir ? Son visage pâlit. Il détourna le regard. De quoi parles-tu ? De ta fidélité, Julien. Celle que tu m'as jurée devant Dieu. Il s'approcha, cherchant à me prendre la main, mais je reculai. J'avais froid, pourtant une chaleur étrange montait en moi, pas de la colère, mais de la lucidité. Il tenta de se justifier, d'inventer une histoire absurde sur une cliente, un dîner professionnel, une confusion. Je l'écoutais, en silence. Chaque mot qu'il prononçait m'éloignait un peu plus de lui. Quand il eut fini, je dis calmement. « Tu n'as pas seulement trahi ton serment, Julien. Tu as détruit ce que j'étais. » Je le vis vaciller, comme s'il ne s'attendait pas à ces mots. Peut-être croyait-il que je pleurerais, que je supplierais. Mais non. Ce soir-là, quelque chose s'était brisé en moi, mais ce n'était pas mon amour, c'était ma dépendance. Je me suis levée, j'ai pris la boîte où dormait mon alliance, et je la lui ai tendue. Garde-la. Elle te rappellera que la fidélité ne s'achète pas. Je suis partie sans me retourner. Dans la rue, l'air sentait la pluie. Je marchais lentement, mais chaque pas me rendait plus légère. Je ne savais pas encore où j'allais, ni comment je vivrais, mais j'avais la certitude d'avoir repris possession de moi-même. Ce soir-là, en longeant la mer, j'ai levé les yeux vers le ciel. Une étoile filante traversa l'obscurité. Et, pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Les semaines qui suivirent furent longues, étirées comme des journées sans fin. Nice avait changé de couleur, les rues semblaient plus grises, la mer plus lointaine. J'avais quitté l'appartement sans rien emporter, sauf quelques livres et un carnet que je remplissais chaque soir pour ne pas perdre la raison. Je vivais dans une petite chambre près du port, au-dessus d'une boulangerie. Le matin, l'odeur du pain chaud me tirait du sommeil, et pendant quelques minutes, je pouvais croire que tout allait bien. J'ai repris mon poste d'enseignante au lycée, essayant de me fondre dans la routine. Les élèves ignoraient ce que j'avais traversé, et cela me convenait. Dans leurs yeux pleins de jeunesse, je cherchais parfois le reflet de la femme que j'avais été, confiante, douce, pleine d'espérance. Mais l'amour trahi laisse des cicatrices invisibles, je souriais, oui, mais jamais avec le cœur. Chaque soir, je marchais sur la promenade des Anglais. Le bruit des vagues m'apaisait, comme une berceuse pour adultes brisés. J'observais les couples qui se tenaient la main, les promeneurs solitaires, les vieux pêcheurs qui fumaient en silence. J'apprenais à respirer à nouveau. La solitude, au début, m'effrayait, puis elle devint ma compagne la plus fidèle. Elle ne mentait pas, ne promettait rien, ne trahissait jamais. Un après-midi d'octobre, alors que je corrigeais des copies dans un café, une femme s'est approchée de ma table. Elle avait des cheveux courts, une robe simple, et un regard doux. « Vous êtes bien Madame Martel ?» demanda-t-elle timidement. Je levai les yeux, surprise. « Plus vraiment » répondis-je. « Pourquoi ? » « Je suis désolée, je ne voulais pas vous déranger. Je m'appelle Élise Garnier. » Mon cœur fit un bond. « Élise. » La femme en rouge. Elle s'assit sans attendre mon invitation. Ses mains tremblaient. Je devais vous parler. Je ne dors plus depuis des semaines. Je ne dis rien. Le silence, parfois,
est la plus puissante des réponses. Julien m'a menti à moi aussi, continua-t-elle d'une voix cassée. Il m'avait dit que vous étiez morte. Morte. Il m'a montré une fausse annonce nécrologique. Il m'a fait croire qu'il était veuf. Je restais pétrifiée. Les mots flottaient entre nous, absurdes et cruels. Elle sortit de son sac une feuille jaunie, une coupure de journal fabriqué, mon nom imprimé parmi les morts d'un accident imaginaire. Je la regardais, incrédule. Comment avais-je pu aimer un homme capable d'une telle noirceur? Élise pleurait maintenant. Il a tout perdu, dit-elle. L'entreprise, les investisseurs, tout. Il a fui à Paris. Je voulais simplement vous dire la vérité. Vous ne méritiez pas ça. Elle se leva, posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une lettre écrite par Julien, adressée à moi, datée d'une semaine plus tôt. Elle me la tendit. Je ne pouvais pas la garder. Il n'a pas changé, madame. Il ment encore. Elle s'en alla sans se retourner. Je restais là, la lettre entre les mains, incapable de l'ouvrir. Le soleil déclinait derrière les collines de Cimiez, et la lumière orangée faisait danser la poussière dans l'air. Je ne lus cette lettre que 3 jours plus tard. Les mots, griffonnés dans la précipitation, semblaient sortir d'un homme au bord du gouffre. Carmen, je ne sais pas pourquoi je t'écris. Peut-être pour apaiser ma conscience. J'ai tout détruit, oui. Ce que j'ai fait n'a pas d'excuse. J'ai confondu le désir avec la liberté, et la liberté avec la fuite. Si tu peux, oublie-moi. Je pliai la lettre, la rangeai dans mon carnet, et ne pensai plus à lui pendant des années. Le temps passa, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Les saisons défilaient comme des chapitres, l'hiver des regrets, le printemps de la reconstruction, l'été de la paix retrouvée. J'appris à rire à nouveau. Je repris goût aux petites choses, le parfum du café, le bruit de la pluie sur les tuiles, la chaleur d'un livre sur mes genoux. Un soir de 1992, presque 8 ans après, j'assistais à une conférence de littérature à la bibliothèque municipale. Le thème portait sur la fidélité et la mémoire. Ironie du sort. En sortant, un homme m'aborda. Il s'appelait Paul, professeur d'histoire. Ses yeux étaient calmes, son sourire sincère. Nous avons parlé longuement, puis nous avons continué à nous voir. Il n'a jamais cherché à combler un vide, il m'a simplement laissé être. Avec lui, j'ai compris qu'aimer ne signifie pas s'oublier. Que le respect vaut plus que les serments. Que la tendresse peut guérir même les blessures anciennes. Et puis, un jour d'automne, dans un petit journal local, j'ai lu une nouvelle brève. Julien Martel, ancien homme d'affaires niçois, retrouvé sans vie dans un hôtel de la capitale. Je n'ai rien ressenti. Pas de haine, pas de soulagement. Seulement une immense paix. Ce soir-là, je suis allé marcher jusqu'à la plage. Le vent soufflait fort, les vagues montaient haut, et la lune se reflétait sur l'eau comme une cicatrice d'argent. J'ai sorti de mon sac la vieille lettre qu'il m'avait écrite, encore intacte, et je l'ai laissée s'envoler. Le papier tourbillonnait, puis a disparu dans la mer. Je l'ai regardé s'éloigner, et pour la première fois, j'ai compris, il ne m'avait pas détruite. Il m'avait simplement appris la valeur de ma propre fidélité. Les années ont passé depuis. Aujourd'hui, à 62 ans, je vis dans une petite maison au-dessus de Villefranche-sur-Mer, entourée de rosiers et de souvenirs paisibles. Parfois, en buvant mon café face à la mer, j'entends encore le murmure des vagues de 1984. Ce bruit n'est plus celui de la douleur, mais celui de la vie qui continue. Parce qu'après tout, il faut parfois être trahi pour apprendre à se choisir soi-même. Les années se sont succédées comme les vagues sur la plage de Villefranche. D'abord, elles frappaient fort, me rappelant la douleur, puis, peu à peu, elles se sont apaisées, laissant derrière elles un sable plus doux. J'ai longtemps cru que certaines blessures ne guérissaient jamais, qu'elles restaient ouvertes, prêtes à saigner au moindre souvenir. Mais le temps, ce grand sculpteur silencieux, polit même les pierres les plus dures. Aujourd'hui, mes cicatrices ne me font plus honte. Elles racontent simplement que j'ai vécu. Ma maison se trouve sur les hauteurs, entre les oliviers et les bougainvilliers. Elle n'est pas grande, mais chaque mur porte un fragment de ma renaissance. Dans la cuisine,
une photo de mes anciens élèves, souriant, dans le salon, un tableau de mer offert par Paul, cet homme qui, sans rien exiger, m'a redonné confiance en la bonté. Il n'est plus là aujourd'hui, le cancer l'a emporté il y a 3 hivers, mais sa présence demeure dans chaque rayon de soleil qui traverse la fenêtre. Parfois, le matin, je marche jusqu'au marché du cours Saleya. Les marchands me connaissent, ils m'appellent Madame Carmen. J'achète des fleurs, du pain chaud, et un peu de fromage de chèvre. J'aime observer les jeunes couples se disputer doucement sur la couleur des nappes ou les vieilles dames choisir leurs légumes avec lenteur. La vie continue, toujours. Et moi, je la regarde avec une gratitude tranquille. Il m'arrive encore de penser à Julien. Pas souvent. Juste de temps en temps, lorsque le vent souffle trop fort et que les volets claquent comme autrefois. Il n'est plus qu'une ombre dans mes souvenirs, une silhouette floue dans la galerie du passé. Je ne ressens plus de colère, seulement une curiosité lointaine, presque de la pitié. J'ai fini par comprendre qu'il ne m'avait pas trahi parce qu'il ne m'aimait pas, mais parce qu'il ne savait pas aimer. C'est très différent. Certains cœurs sont faits de verre, ils reflètent la lumière, mais se brisent dès qu'on les touche. Il y a quelques mois, ma petite fille, Lila, est venue passer quelques jours avec moi. Elle a 19 ans, des yeux clairs et une passion pour les histoires anciennes. Une soirée, alors que nous dînions sur la terrasse, elle m'a demandé « Mamie, est-ce que tu as déjà eu le cœur brisé ?» J'ai ri doucement. Ce rire que seules les femmes ayant survécu au chagrin peuvent se permettre. Oui, ma chérie. Et c'est ce qui m'a appris à aimer mieux. Tu lui en veux ? Non, ai-je répondu. Si je lui en voulais encore, il vivrait encore un peu à travers moi. Et je refuse cela. Elle m'a regardée en silence, pensive, puis a noté quelque chose dans son carnet. C'est pour un poème, a-t-elle dit. J'ai souri. Peut-être que nos douleurs n'existent que pour devenir des mots dans la bouche de ceux qui viennent après nous. Cette nuit-là, après qu'elle se fut endormie, j'ai ressorti mon vieux carnet, celui de 1984. Les pages étaient jaunies, l'encre un peu effacée, mais tout y était, la peur, la honte, la colère, et puis, au fil des années, la sérénité. J'ai relu ces lignes écrites d'une main tremblante, ces phrases où j'essayais de comprendre pourquoi tout s'était écroulé si vite. Et soudain, j'ai ressenti une tendresse immense pour la jeune femme que j'étais. Elle ne savait pas encore que les trahisons ne sont pas des fins, mais des commencements déguisés. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit « À celle que j'étais en 1984. Tu croyais mourir d'amour, mais tu ne faisais que naître à toi-même. Tu pensais que la solitude serait ton ennemi, mais elle t'a rendu libre. Et si un jour le vent de la mer t'apporte encore le goût du sel et du souvenir ? N'aie pas peur, ce n'est plus la douleur, c'est la mémoire qui te salue. » Quand j'ai fini d'écrire, j'ai allumé une bougie. Sa flamme vacillait doucement, projetant sur le mur l'ombre tremblante de mon passé. J'ai senti la paix m'envahir, cette paix que l'on n'atteint qu'après avoir cessé de vouloir comprendre. Le lendemain, Lila est descendue à la mer avec moi. Nous avons marché pieds nus sur le sable, l'eau glacée entourant nos chevilles. Elle riait, insouciante. J'ai pensé à moi, à son âge, à ma robe blanche, à l'église de Nice. Tant de choses semblaient appartenir à une autre vie. Et pourtant, tout cela vivait encore, quelque part, dans le reflet des vagues. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Mamie, tu crois que l'amour dure toujours ?» J'ai réfléchi un moment, puis j'ai répondu « L'amour sincère, oui. Mais parfois, il change de forme. Parfois, il devient silence, tendresse ou souvenir. Ce n'est pas moins beau, c'est juste différent. » Elle a hoché la tête, et j'ai vu dans ses yeux une lueur de compréhension, comme si elle venait d'entrevoir le secret du monde. Nous avons passé la journée à marcher, à parler, à rire. Le soir, de retour à la maison, elle m'a dit « Un jour, j'écrirai ton histoire. » Et j'ai compris alors que rien n'est jamais vraiment perdu tant qu'il reste quelqu'un pour se souvenir. Depuis ce jour, je ne crains plus le passé. Il est devenu un jardin. Parfois, j'y entre doucement, j'y cueille un souvenir, je le caresse du bout des doigts, puis je le laisse retourner à la terre. Je ne vis plus dans la douleur, mais dans la gratitude. Oui, Julien m'a trahi. Mais grâce à lui,
j'ai découvert ma propre force. Grâce à lui, j'ai appris que la fidélité la plus importante n'est pas celle qu'on promet à un autre, mais celle qu'on garde envers soi-même. Chaque matin, quand j'ouvre mes volets sur la mer bleue, je me dis que la vie, malgré tout, m'a gâté. Elle m'a donné des épreuves, oui, mais aussi la beauté d'y survivre. Elle m'a pris l'amour, puis elle m'a offert la paix. Et au fond, c'est peut-être cela, la vraie victoire, arriver à la fin du voyage sans amertume, le cœur fatigué mais encore capable d'aimer. Je n'ai plus besoin de serments, plus besoin de promesses. J'ai appris à faire confiance à ce qui demeure quand tout s'effondre, la lumière du matin, le bruit des vagues, le sourire d'un enfant, la chaleur d'un souvenir. Et parfois, lorsque le soir tombe sur la baie et que le ciel devient rose et doré, je ferme les yeux et je murmure. Merci, Julien. Pas pour la douleur, mais pour le chemin qu'elle m'a forcé à emprunter. Parce qu'en vérité, la fidélité qu'il m'a refusée, je l'ai trouvée ailleurs dans la vie, dans la mer, dans la paix. J'ai souvent pensé que le pardon était une sorte de faiblesse, une abdication de la dignité. Pendant longtemps, j'ai cru qu'en pardonnant à Julien, je trahirais la femme que j'avais été, celle qui avait souffert, pleuré, survécu. Mais les années ont fini par me murmurer une vérité plus douce, le pardon n'efface rien, il libère. Il ne lave pas la faute, il libère celui qui en porte encore le poids. Et ce fardeau, c'était moi. Un soir d'hiver, le feu brûlait dans la cheminée. Dehors, la pluie tombait sur les toits de tuiles, et le vent faisait chanter les volets. J'étais seule, enveloppée dans un châle, relisant un vieux roman de Colette. Une phrase m'a frappée, il faut être deux pour trahir, l'un pour mentir, l'autre pour croire. J'ai posé le livre, émue. Peut-être que ma part de responsabilité avait toujours été là, j'avais voulu croire à une perfection impossible. J'ai décidé d'écrire une dernière lettre. Non pas à Julien, mais à moi-même, à la femme de 1984 qui regardait la mer avec le cœur en morceaux. J'ai pris une feuille de papier crème, ma plus belle plume, et j'ai laissé couler les mots, sans réfléchir. Carmen, ma chère. Tu ne savais pas encore que la vie n'est pas un conte, mais une traversée. Tu as cru qu'on pouvait aimer sans se perdre, mais l'amour, parfois, nous dépouille pour mieux nous rendre à nous-mêmes. Tu as connu la trahison, mais elle t'a offert une vérité que beaucoup ignorent, personne ne nous sauve, sinon nous-mêmes. Ne maudis pas Julien. Il n'a été qu'un miroir fêlé où tu as appris à reconnaître ton propre visage. Les larmes sont venues, silencieuses, légères, presque apaisées. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, mais de gratitude. Gratitude pour tout ce qui m'avait brisé, car chaque éclat de cette brisure avait fini par former la mosaïque de ma force. Quelques jours plus tard, j'ai confié cette lettre au vent. Je suis montée jusqu'à la colline du château, là où l'on peut voir Nice s'étendre comme une mer de toits rouges. J'ai ouvert les bras, j'ai fermé les yeux, et j'ai laissé la feuille s'envoler. Elle a tournoyé, légère, avant de disparaître au-dessus de la baie. J'ai souri. J'avais enfin tourné la page. Au fil des ans, j'ai appris à aimer la lenteur. La lenteur du matin quand le café fume sur la table, la lenteur des conversations avec les voisins, la lenteur du temps qui passe sans hâte. J'ai découvert que la paix ne vient pas d'un miracle, mais de la répétition des gestes simples. Chaque jour, je me lève, j'ouvre les volets, je remercie le ciel pour ce souffle qui me reste. La solitude, désormais, n'est plus une ennemie, elle est une amie fidèle, discrète, presque tendre. Elle me laisse la place pour entendre ma propre voix, pour écouter le chant du monde. Et parfois, quand la lumière du soir se pose sur la mer, je crois entendre une mélodie ancienne, celle de ma jeunesse, mêlée au rire de ceux que j'ai aimés. Je ne sais pas si j'ai réellement pardonné à Julien, au sens où les prêtres le disent. Je crois plutôt que j'ai cessé de lui en vouloir. Il est devenu une ombre utile, une étape. Grâce à lui, j'ai appris ce qu'est le vrai amour, non pas la fusion, mais le respect. Non pas la promesse, mais la présence. Un jour d'été, Lila est revenue avec un manuscrit. « C'est ton histoire, mamie », m'a-t-elle dit en souriant. J'en ai fait un roman. Je l'ai regardée, étonnée. Elle avait mis mes souvenirs en mots, mes douleurs en poésie. À travers ces phrases, j'ai redécouvert la femme que j'avais été, mais vue par ses yeux non pas comme une victime, mais comme une héroïne silencieuse.
Tu crois que les gens comprendront? Ai-je demandé. Ils comprendront, mamie. Parce que tout le monde a aimé quelqu'un qui ne savait pas aimer. Cette phrase m'a bouleversée. Oui, c'était cela. Ce n'était pas seulement mon histoire, c'était celle de tant d'autres femmes. Celles qui avaient cru, celles qui avaient été trompées, celles qui s'étaient relevées. Le livre a été publié l'année suivante. Il s'appelait « La mer à l'envers ». Une métaphore parfaite, disait Lila, pour désigner les émotions qui nous submergent avant de nous rendre à la surface. Les lecteurs m'écrivaient des lettres, des femmes surtout, certaines âgées, d'autres très jeunes. Elles me racontaient leurs blessures, leur renaissance. J'ai compris alors que ma douleur avait servi à quelque chose, elle avait ouvert une porte. Aujourd'hui, quand je relis certains passages, je souris. Ce que je craignais de raconter un jour est devenu mon plus beau héritage. J'ai appris que les histoires les plus vraies naissent des cicatrices. Un soir de printemps, alors que je rangeais quelques papiers, j'ai retrouvé une vieille enveloppe jaunie, celle que m'avait donnée Élise des décennies auparavant. À l'intérieur, une photo, Julien, jeune, souriant, dans un jardin de roses. J'ai longuement regardé ce visage. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. C'était un homme que j'avais aimé, voilà tout. Ni mon bourreau, ni mon sauveur. Juste un homme perdu, que la vie n'avait pas su guider. J'ai posé la photo sur la table, allumé une bougie, et j'ai dit tout haut. Repose en paix, Julien. Je te pardonne. Ces mots n'étaient pas un adieu, mais une bénédiction. Il ne s'adressait pas seulement à lui, mais aussi à moi, à la jeune épouse de 1984 qui avait cru au serment d'un homme. Le lendemain matin, la mer était d'un bleu pur, presque irréel. J'ai marché jusqu'à la plage, mes sandales à la main. Le sable était tiède, l'eau fraîche. Au loin, un couple riait, enlacé. Je les ai regardés sans amertume, avec la tendresse d'une femme qui sait que l'amour est beau même quand il finit mal. J'ai levé les yeux vers le ciel. Des mouettes tournoyaient, et dans leurs cris j'ai entendu comme un écho de liberté. Oui, j'étais libre, libre du passé, libre du chagrin, libre même du besoin d'oublier. Le vent s'est levé, doux, porteur de sel et de lumière. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré pour moi-même. Tu vois, Carmen, la fidélité que tu cherchais chez un homme, tu l'as trouvée dans la vie. Elle ne t'a jamais quitté. Et dans ce souffle, dans cette brise marine, j'ai senti quelque chose s'éteindre doucement, comme une flamme enfin apaisée. Il n'y avait plus de rancune, plus de regret. Seulement la gratitude immense d'avoir traversé l'amour, la perte et la renaissance et d'avoir survécu, le cœur ouvert, prêt à aimer encore, autrement. Parce que, oui, même après les tempêtes, la mer finit toujours par redevenir calme. Les matins sont plus silencieux à présent. Le vent glisse doucement entre les rideaux, et la lumière s'étire sur les murs de ma maison comme une main bienveillante. J'ai 75 ans. Mon corps se fatigue plus vite, mais mon âme n'a jamais été aussi légère. Parfois, en me regardant dans le miroir, je ne reconnais plus mon visage, les rides ont dessiné leur chemin comme des rivières patientes, les yeux ont perdu un peu de leur éclat, mais ils brillent encore de cette paix que seul le temps sait offrir. Je vis entouré de livres, de fleurs séchées et de souvenirs. Sur le buffet du salon, il y a une photo en noir et blanc de mes parents, une autre de Paul, et, au milieu, celle de Lila, tenant son premier exemplaire de La mer à l'envers. C'est étrange de voir sa propre vie devenir un livre lu par d'autres, une fiction qui circule entre des mains inconnues. Mais je ne ressens pas de gêne. Mon histoire n'est plus seulement mienne, elle appartient à tous ceux qui y trouvent un écho, une force, un apaisement. Je passe mes après-midi à écrire encore, non plus des romans, mais des lettres. Des lettres que je n'enverrai jamais, adressées à ceux qui m'ont marqué, mes élèves, mes amis disparus, mes amours, mes peurs. J'écris pour ne pas oublier que j'ai aimé, que j'ai vécu pleinement, malgré les tempêtes. L'écriture est devenue ma prière quotidienne, mon dialogue avec le silence. Lila vient souvent me voir. Elle s'assoit sur la terrasse, un carnet à la main, et me pose 1000 questions sur la France des années 80, sur la façon dont on s'habillait, dont on aimait, dont on survivait. Elle rit quand je lui raconte mes maladresses, mes illusions, mes colères. Parfois, elle me regarde longuement et me dit « Tu sais, mamie, ton histoire m'a sauvée. »
J'ai compris qu'on peut tomber, mais qu'on peut aussi se relever autrement. Chaque fois qu'elle dit cela, j'ai les larmes aux yeux. Parce qu'au fond, c'est tout ce que je voulais, que ma douleur serve à quelque chose. Que ma voix, celle d'une femme d'un autre temps, puisse murmurer à l'oreille d'une nouvelle génération, tu n'es pas seule. Les saisons continuent de passer. Le printemps apporte ses odeurs d'amandier, l'été son ciel trop bleu, l'automne son calme doré, et l'hiver, sa lenteur protectrice. Chaque saison, je la savoure comme un cadeau. J'ai cessé de me presser, cessé d'attendre. Il n'y a plus rien à prouver, seulement à vivre. Un soir de septembre, j'ai rêvé de Julien. Il se tenait au bord de la mer, vêtu de blanc, son visage flou dans la lumière. Il ne disait rien, mais dans son regard il y avait quelque chose de doux, d'humain, presque de repentant. Je me suis réveillée sans peur, sans chagrin. Peut-être était-ce un adieu. Ou peut-être, simplement, le signe que le pardon, même silencieux, finit par traverser les mondes. Je suis descendue à la plage, pieds nus. La lune brillait sur la mer comme une cicatrice d'argent. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré. Tout va bien maintenant. Tu peux reposer en paix. Les vagues semblaient répondre, s'écrasant doucement sur le rivage. Ce soir-là, j'ai compris que la mémoire est comme l'océan, elle ne rejette jamais vraiment rien, mais elle transforme tout. Ce qui était douleur devient écume. Ce qui est écrit devient murmure. Les années suivantes furent paisibles. Je me suis engagée dans une petite association de femmes qui apprennent à écrire tard dans la vie. Certaines avaient connu la guerre, d'autres la misère ou la violence. Ensemble, nous mettions des mots sur les blessures, et ces mots devenaient lumière. J'aimais voir leur visage s'illuminer lorsqu'elles lisaient leurs textes à voix haute, c'était comme si elles se réappropriaient leur propre existence. Un jour, une femme m'a dit « Vous savez, Madame Carmen, avant d'écrire, j'avais honte de mon passé. Maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas le cacher, il faut le raconter. » Je lui ai pris la main, ému. Oui, raconter, c'est déjà guérir un peu. J'ai compris alors que la parole est la seule fidélité qui compte, celle que nous devons à nos expériences, à nos vérités. Tant que nous parlons, tant que nous transmettons, rien n'est perdu. Les années ont filé. Ma santé a commencé à vaciller. Un matin, en me levant, j'ai senti mes jambes trembler, ma vue se troubler. Les médecins ont parlé de fatigue, d'âge, de prudence. Je n'ai pas eu peur. J'ai simplement su que le voyage touchait à sa fin. J'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes affaires, mes carnets, mes lettres, mes livres. J'ai rédigé un petit testament, sobre, précis, ma maison pour Lila, mes livres pour la bibliothèque municipale, mes lettres pour personne. Elles sont à moi, elles partiront avec moi. Mais j'ai laissé une dernière enveloppe sur mon bureau, adressée à ma petite fille. Sur le dessus, j'ai écrit « À lire quand la mer te manquera ». À l'intérieur, une courte lettre. Ma chère Lila, si tu lis ceci, c'est que le vent m'a déjà emporté vers d'autres rivages. Ne pleure pas. La mort n'est pas une fin, c'est une continuité. Chaque fois que tu sentiras le vent salé sur ton visage, chaque fois que la mer se lèvera sous un ciel d'orage, sache que je suis là, quelque part, dans ce souffle. Et souviens-toi, la fidélité n'est pas un serment, c'est une façon de vivre. Sois fidèle à toi-même, toujours. Je crois que cette lettre est la plus belle chose que j'ai écrite. Parce qu'elle ne parle pas de douleur, mais de paix. Les derniers jours de ma vie se sont déroulés dans une douceur inattendue. Les infirmières venaient chaque matin, apportant le sourire et le parfum du café frais. Les voisins passaient me saluer, laissant sur la table des paniers de fruits et des mots gentils. Lila, toujours là, me lisait des passages de mon livre à voix haute, comme pour me rappeler que tout cela avait eu un sens. Un après-midi de printemps, alors que la lumière entrait à flot par la fenêtre, je lui ai dit « Quand je partirai, promets-moi une chose. Tout ce que tu veux, mamie. Va à la mer, écoute-la. Elle te dira tout ce que je ne pourrai plus te dire. » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. La dernière image que je garde avant de m'endormir, c'est la mer. Toujours la mer. Sa couleur changeante, ses reflets d'or et de cendre, sa voix éternelle. Je l'ai aimée comme on aime une confidente, elle a reçu tous mes secrets, tous mes silences.
Je ferme les yeux, et tout revient, la robe blanche, la lumière de l'église, la première trahison, les marches sur la promenade, le visage de Paul, les rires de Lila. Tout s'entremêle, sans douleur, dans une immense tendresse. Le cœur s'apaise. Le souffle devient léger. Et dans ce dernier instant, j'entends la mer m'appeler doucement. Pas comme un adieu, non, comme un retour. Quelques jours plus tard, Lila est descendue seule à la plage. Le ciel était clair, la mer tranquille. Elle a ouvert la lettre que je lui avais laissée. Le vent la caressait, le papier tremblait dans ses mains. Quand elle eut fini de lire, elle s'est avancée jusqu'à l'eau, a retiré ses chaussures et a murmuré « Merci, mamie ». Puis elle a levé les yeux vers le ciel. Et là, entre les nuages, une mouette passait, libre et blanche. Parce que, même après la mort, la mer se souvient toujours. Je me souviens encore de ce matin-là. Le soleil se levait doucement sur la baie de Villefranche, et la mer semblait faite d'or liquide. Tout était calme, presque trop calme, comme si le monde retenait son souffle. La maison de ma grand-mère était silencieuse, les volets entr'ouverts laissaient passer un rayon de lumière qui glissait sur le sol, caressant les livres, les photos, les fleurs séchées. Carmen venait de partir. Pas brutalement, non. Elle s'en était allée comme elle avait vécu ces dernières années, avec douceur, avec discrétion, comme un souffle qui se dissipe dans la lumière. Je suis restée longtemps assise près de son lit, tenant sa main froide dans la mienne. Elle semblait paisible, presque souriante. Sur la table de chevet, il y avait une tasse de café à moitié pleine, un carnet ouvert, et cette phrase écrite d'une écriture tremblante. Quand le corps se tait, c'est l'âme qui parle enfin. Je crois que ce fut sa dernière phrase. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus. La maison semblait respirer encore sa présence. Chaque pièce avait son odeur, chaque objet racontait une histoire. Dans la cuisine, le tablier pendait toujours à la chaise, dans le salon, la bougie sur le buffet était encore à moitié fondue. Le soir, j'avais l'impression d'entendre le froissement de ses pas sur le carrelage. J'ai rangé ses affaires lentement, avec respect, comme on tourne les pages d'un livre précieux. Sous le lit, j'ai trouvé une boîte en bois fermée par un ruban bleu. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photographies, et un petit coquillage blanc. Une note était attachée au couvercle. Ce que la mère m'a pris, elle me l'a rendu sous une autre forme. Je n'ai pas compris tout de suite ce que cela signifiait, mais je savais que cette phrase portait un secret. J'ai décidé de ne pas ouvrir les lettres tout de suite. J'avais besoin de silence, de mer, d'air. Quelques jours après l'enterrement, je suis allée marcher jusqu'à la plage, comme elle me l'avait demandé. Le ciel était d'un bleu limpide, les vagues légères. Je me suis assise sur un rocher, les pieds nus dans l'eau. Le vent me frôlait le visage. Dans ma poche, j'avais la lettre qu'elle m'avait laissée, à lire quand la mer te manquera. Je l'ai relue, encore et encore. Et à chaque lecture, j'avais l'impression d'entendre sa voix, son accent niçois, sa douceur. Je lui ai parlé, à voix basse, comme si elle était encore là. Tu avais raison, mamie. La fidélité, c'est de rester soi-même. Une vague plus forte que les autres est venue mouiller mes genoux, comme une réponse. J'ai souri à travers les larmes. Ce jour-là, j'ai compris que la mer ne séparait pas les vivants des morts, elle les relie. Elle garde la mémoire de tout ce qu'on lui confie. En rentrant, j'ai ouvert les lettres de la boîte. Il y en avait plusieurs, adressées à des femmes qu'elle avait connues, sa mère, Élise, et même à moi, quand j'étais enfant. Mais au fond, il y en avait une sans nom. Elle commençait par ces mots. La celle qui viendra après moi. Je ne sais pas ton visage, ni ton époque, mais je sais que tu connaîtras un jour le vertige de l'amour et peut-être celui de la trahison. Si cela t'arrive, souviens-toi que rien de ce qu'on perd n'est vraiment perdu. La douleur est une école, la vie un voyage. Ne crains pas les tempêtes, elles te ramènent toujours au rivage. J'ai pleuré, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était comme si elle m'avait transmis quelque chose de plus grand que sa propre histoire, une sagesse tissée de silence, de patience et d'amour. Les mois ont passé. L'été s'est installé sur la Côte d'Azur avec sa lumière éclatante et ses senteurs de pin. J'ai décidé de rester dans sa maison. Elle ne m'appartient pas seulement par héritage, mais par devoir de mémoire.
Chaque pièce est devenue un sanctuaire vivant. Sur le mur du salon, j'ai accroché un grand tableau de mer, celui que Paul lui avait offert autrefois. Parfois, le soir, je reste des heures à le contempler. J'y vois mille nuances, le calme, la tempête, la réconciliation. Tout ce que fut sa vie. J'ai aussi repris son habitude d'écrire chaque matin. Mais au lieu de raconter mes jours, j'écris pour les autres. Des histoires inspirées d'elle, de ses mots, de ses silences. Des histoires de femmes qui tombent et se relèvent, qui croient et qui doutent, mais qui finissent toujours par se retrouver. J'ai appelé mon nouveau livre « La mer se souvient toujours ». Chaque chapitre commence par une phrase d'elle, tirée de ses carnets. Je veux que le monde sache qui elle était, pas une victime, mais une survivante, une âme forte, forgée par les marées du destin. Un matin d'automne, alors que je relisais un passage de son vieux journal, j'ai découvert une note glissée entre 2 pages. Elle disait « Quand tu ne sauras plus qui tu es, regarde la mer. Elle te reflètera sans te juger. » Alors je suis sortie. Le ciel était gris, la pluie fine. Je me suis avancée jusqu'à la falaise, là où elle allait souvent s'asseoir. Le vent hurlait, la mer battait contre les rochers, sauvage, indomptée. Et pourtant, dans cette fureur, il y avait une beauté parfaite. J'ai compris alors ce qu'elle voulait dire, nous sommes comme la mer tantôt calme, tantôt déchaînée, mais toujours vivant. Des années ont passé depuis. Aujourd'hui, à mon tour, j'ai des cheveux argentés et des mains marquées par le temps. Je vis toujours dans cette maison de Villefranche. Je donne parfois des ateliers d'écriture à de jeunes femmes. Elles arrivent timides, blessées, fragiles, et repartent le regard plus haut, la voix plus sûre. Je leur parle souvent de ma grand-mère. Pas comme d'une sainte, non, mais comme d'une femme qui a choisi la lumière après l'ombre. Chaque été, je vais jusqu'à la plage au lever du soleil. Je m'assois, j'écoute le bruit des vagues, et je ferme les yeux. Le vent a toujours la même odeur, celle du sel et de la vie. Je sens sa présence, invisible mais réelle, dans chaque souffle d'air, dans chaque éclat de lumière sur l'eau. Je lui parle encore. Tu vois, mamie, ton histoire continue. Elle vit dans mes mots, dans mes élèves, dans les pages que j'écris. Elle vit dans la mer. Et parfois, quand je relève la tête, une mouette passe juste au-dessus de moi, tournoyant avant de disparaître dans l'horizon. Je souris alors, convaincu que c'est elle, ma Carmen, qui vient me rappeler que tout va bien. Je crois que les âmes ne disparaissent pas. Elles se fondent dans les choses qu'elles ont aimées. Carmen est devenue la mer qu'elle contemplait, le vent qui caressait ses fleurs, la lumière qui entrait par sa fenêtre. Et moi, je suis devenue sa mémoire. Quand mon heure viendra, je veux qu'on m'enterre près d'elle, face à la mer. Qu'on inscrive sur ma tombe qu'une phrase, la sienne. La fidélité n'est pas un serment, c'est une façon de vivre. Parce que tout, absolument tout, commence et finit là, dans la mer, dans le souffle du vent, dans le souvenir de celles qui ont aimé trop fort, mais qui ont appris à se relever plus fortes encore. Et quand, un jour, une autre femme lira nos histoires, peut-être qu'elle y trouvera la force de guérir, elle aussi. Alors le cercle sera complet. Car la mer, vraiment, se souvient toujours. La mer est immobile ce soir. Elle dort, peut-être. Ou bien elle écoute. Il y a dans son silence quelque chose de sacré, comme une prière que seul le vent comprend. Le soleil s'efface lentement derrière les collines, et le ciel prend cette couleur de cuivre que Carmen aimait tant. Lila est assise sur la même pierre où, jadis, sa grand-mère venait contempler l'horizon. Entre ses doigts, un coquillage poli par le temps, celui trouvé dans la boîte de bois bleu. Elle le porte à son oreille et dans son murmure, elle croit entendre des mots. Des mots anciens, mais vivants. Des mots qui ne s'effacent pas avec la mort. Rien n'est jamais perdu, ma fille. Ce que la mer prend, elle le rend sous une autre forme. Regarde, écoute, vis. Lila ferme les yeux. Le vent soulève ses cheveux, le sel se dépose sur sa peau. Elle se sent légère, apaisée. La tristesse s'est adoucie, comme une vague qui se retire doucement, laissant sur le sable des éclats de lumière. Elle comprend à cet instant que les morts ne partent pas, ils se dispersent. Ils deviennent l'air, la mer, la mémoire. Ils nous accompagnent sous d'autres formes, plus subtiles, plus vraies.
Carmen n'est plus un nom, ni un visage, ni une date gravée sur une pierre. Elle est un souffle. Une présence. Une voix qui traverse les générations. Dans la maison de Villefranche, son parfum flotte encore dans les rideaux. Ses carnets, alignés sur l'étagère, continuent de respirer. Chaque page garde une trace de sa main, une pensée, une leçon. Et parfois, quand Lila écrit à son tour, l'encre glisse avec une facilité inexplicable, comme si quelqu'un guidait doucement sa plume. Elle se surprend à écrire des phrases qu'elle ne se souvenait pas avoir apprises. La fidélité ne se promet pas. Elle se vit, en silence. Le passé n'est pas un fardeau, c'est un professeur patient. Les larmes, versées au bon moment, deviennent des semences de paix. Ces phrases, elle les reconnaît. Ce sont celles de Carmen. Mais elles sortent désormais de sa propre main. Et elle comprend, quand on aime quelqu'un profondément, il finit par parler à travers nous. Lila a publié un second livre, des années plus tard. Elle l'a intitulé « Les voix du rivage ». Ce n'était pas un roman, ni un recueil de souvenirs, mais une mosaïque, des lettres, des fragments, des confidences de femmes venues de partout. Chacune racontait une douleur, une perte, une renaissance. À la fin du livre, elle avait écrit « J'ai appris de ma grand-mère que la mer ne sépare pas les époques, elle les relie. Qu'il n'existe pas de fin, seulement des passages. Et qu'aimer, c'est accepter de se transformer. » Le livre connut un succès inattendu. Dans toute la France, des femmes âgées écrivirent à Lila. Certaines lui disaient « Votre grand-mère m'a donné le courage de pardonner. » D'autres, grâce à elle, j'ai compris que ma vie n'était pas finie. Et Lila, chaque fois qu'elle lisait ces lettres, sentait un frisson doux lui parcourir le cœur. Comme si Carmen, quelque part, souriait. Un soir d'été, en marchant sur la plage, elle croisa une jeune femme assise seule, le regard perdu dans les vagues. Ses épaules tremblaient. Sans savoir pourquoi, Lila s'approcha. « Vous allez bien ?» La jeune femme leva la tête, les yeux rouges. « Je viens d'apprendre que l'homme que j'aime me trompe. » Lila s'assit à côté d'elle, silencieuse. Puis, après un long moment, elle murmura. « Vous savez, ma grand-mère a vécu la même chose. » Et elle lui raconta l'histoire. Pas toutes, pas les détails, juste l'essentiel, la trahison, la douleur, la renaissance. Quand elle eut fini, la jeune femme essuya ses larmes et demanda. « Et elle, votre grand-mère, elle a réussi à oublier ?» « Non, » répondit Lila doucement. « Elle a appris à se souvenir sans souffrir. » La jeune femme sourit faiblement. Puis elle se leva et partit, plus droite, plus calme. Lila resta seule face à la mer, consciente d'avoir transmis quelque chose. Ce soir-là, elle comprit que le véritable héritage de Carmen n'était pas son histoire, mais sa manière de la raconter. Les années ont continué de s'écouler, comme les vagues qui effacent sans jamais détruire. Lila a vieilli à son tour. Elle a des rides autour des yeux, les mêmes que celles de Carmen. Sa maison, sur les hauteurs, est pleine de plantes et de manuscrits. Et chaque matin, elle ouvre ses volets sur le même horizon bleu. Parfois, au lever du jour, elle parle à voix haute. « Bonjour, mamie. Tu vois, j'ai fait comme tu m'as appris. J'ai aimé, j'ai écrit, j'ai pardonné. » Elle imagine que, quelque part, Carmen l'écoute. Peut-être dans le vent, peut-être dans la mer. Et dans ce murmure lointain, elle entend la réponse. « Je sais, ma fille. Continue. » Un soir de novembre, alors qu'une tempête approchait, Lila sentit que son corps se fatiguait. Elle s'assit sur la terrasse, une couverture sur les épaules, regardant les vagues se briser contre les rochers. Elle n'avait pas peur. Elle savait. La mort n'était pas un effacement, mais un passage, un retour vers la mer. Elle ferma les yeux, respira profondément, et murmura. « Je viens, mamie. » Quand le vent s'est levé, une seule flamme est restée allumée dans la maison, celle d'une bougie, posée près du coquillage blanc. Le lendemain, les habitants du village ont dit que la tempête avait été étrange. Le vent s'était arrêté soudainement, la mer s'était apaisée comme par miracle, et le ciel s'était ouvert sur un arc de lumière. Certains ont cru à un hasard. D'autres, à un signe.
Et sur la plage, à l'endroit où Carmen et Lila avaient emmarché, un coquillage blanc reposait, intact, au milieu du sable. Les vagues venaient le frôler sans jamais l'emporter. On raconte, depuis, que certaines nuits, quand la mer est calme et que la lune se reflète sur l'eau, on peut entendre deux voix dans le vent. L'une grave, lente, pleine de douceur, celle de Carmen. L'autre plus jeune, rieuse, celle de Lila. Elle ne parle pas de douleur, ni de perte. Elle chante. Elle chante la fidélité à la vie, le courage d'aimer encore, la beauté de pardonner. Et la mer, fidèle complice, répète leur refrain à l'infini. Tout ce que l'amour touche devient éternel. La maison de Villefranche existe toujours. Les volets bleus s'ouvrent chaque matin sur la lumière, et une odeur de lavande flotte dans l'air. Parfois, une visiteuse s'arrête devant la porte, sans savoir pourquoi, émue. Elle regarde la mer, ferme les yeux, et sent quelque chose, une présence, un souffle, une paix. Et c'est ainsi que les histoires ne meurent jamais. Elles changent simplement de forme, comme la mer. Elles se transforment en lumière, en vent, en murmure. Parce qu'il suffit d'une seule âme fidèle pour que le souvenir devienne éternité. Et quand le monde se tait, quand le vent s'endort et que la mer respire lentement, on peut encore entendre, quelque part, le doux écho de leur voix. Je suis là. Moi aussi. Et toujours.